ou leur savoir-faire. Ces technologies et ces savoir-faire qui sont présentés aujourd'hui et au cours des différentes semaines sont en lien direct avec les différents marchés cibles du pôle, comme vous pouvez voir ici sur l'écran, qui sont luxe et création, énergie et transport, usines du futur, santé, environnement, habitat, électronique et photonique, et également les traitements de surface. Je vous parlais juste avant des différentes webtech que le pôle organise. Sous les yeux actuellement, vous avez les différentes webtech qui sont organisées dans les semaines à venir et nous vous invitons à aller voir régulièrement notre site internet où nous mettons à jour finalement un peu toutes les webtech que nous organisons après le 28 avril. J'en profite également pour faire un petit mot concernant la convention d'affaires organisée par le pôle européen céramique qui s'appelle Ceramic Network. C'est une convention où il y a des rendez-vous, où il y a également des visites de sites et des conférences. Initialement organisée au mois de juin, elle aura lieu les 4 et 5 novembre à Limoges. N'hésitez pas à revenir soit vers le pôle, les personnes du pôle, soit aller voir sur notre site internet, donc Ceramic Network affiché en bas, pour voir un peu ce qu'il en est exactement et potentiellement vous inscrire soit en tant que donneur d'ordre, soit en tant qu'exposant. Quelques consignes avant de commencer ce 10e WebTech. Tout d'abord, je vous remercie de couper vos micros pour justement permettre que ce soit plus fluide au niveau des échanges et qu'on entende bien Olivier qui va présenter. Et pour toutes les questions que vous auriez à poser, nous vous invitons à vous diriger vers le chat. Donc, c'est le petit onglet qui est entouré en bas, qui ressemble à une bulle, et à poser soit les questions sur le chat public, soit à me les envoyer soit à Olivier, soit à moi en privé, pour que je puisse les lire, en fait, tout simplement, de façon anonyme. Voilà pour les premiers éléments. Et maintenant, je vais laisser la main donc à Olivier Burnet de la société Green de Sonic, qui va vous parler plus particulièrement de la caractérisation des matériaux céramiques avec la détection de fissures et le contrôle qualité avec la technologie utilisée par sa structure. Alors, je vais laisser la main à Olivier. Et maintenant, Olivier, tu veux présenter ton écran. Voilà, je pense que tout le monde me voit. Bonjour à tous, merci d'être présent à cette session organisée par le Pôle européen de la céramique. Merci tout spécial à Florent pour l'invitation et à tout ce qu'ils font jusque-là pour aider les entreprises à sortir de cette phase de confinement. Donc, on va discuter un petit peu de notre environnement. Hein. J'ai mis à votre disposition 4 caméras ici, donc vous aurez l'occasion de faire des manipulations. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu en live exactement ce qu'on fait. On va démarrer directement par le PowerPoint. OK. Je vais le mettre en full screen, comme ça vous aurez l'occasion de pouvoir le suivre, ou je le laisse comme ceci. Voilà. Donc, à la base, voilà. Je me présente, donc maintenant je suis commercial chez Green de Sonic depuis 2 ans maintenant. Je suis le responsable de la France, donc je pense que beaucoup d'entre vous auront l'occasion ou ont déjà eu l'occasion de me voir ou de m'entendre. J'espère que nous pourrons réitérer ce genre de partage en live un petit peu plus tard dans notre vraie vie. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint succinct et rapide d'une 40aine de slides. On va commencer par le sommaire. J'aime toujours bien faire un petit peu d'historique pour vous remettre un petit peu la manière dont nous travaillons, donc l'Impulse Excitation Technique, IET. Toujours intéressant d'avoir une petite piqûre de rappel concernant ces technologies. On fera un petit peu le tour des principes de base. Nous verrons également les grands axes de travail, quelques applications industrielles et en laboratoire, ainsi que notre gamme de produits. Donc, je tiens également à vous dire que vous pouvez également avoir l'entièreté de la présentation par mail, donc vous pouvez vous obtenir peut-être de prendre des notes trop exhaustives qui risquent de vous détourner votre attention. Donc, pour parler un petit peu d'historique de la société, donc nous sommes une spin-off de l'université de Leuven en Belgique et nous travaillons en fait sur la caractérisation des matériaux de manière non destructive depuis plus ou moins une 50aine d'années. Donc il faut savoir que l'Impulse Excitation a été à la base demandé par les entreprises à un professeur de l'université de Leuven, M. Jan Lemmens, et en réalité cette technologie vient du fait qu'on sonnait
les meules de rectification. Donc à la base, dans toutes les usines, on sonnait les meules de rectification. Mon histoire personnelle, c'est qu'il y a certainement dû y avoir à un moment donné un accident entre un lundi ou un vendredi, ça c'est pour la petite blague, et on a demandé à avoir un niveau de certification et quelque part de contrôle scientifique et objectif. C'est comme ça que le premier MK1 chez nous est né. Donc ce MK1 est né de cette envie de vouloir aller encore plus loin dans le contrôle qualité. Donc l'impulse excitation est quelque chose de très puissant, on va pouvoir le voir tout au long de cette démo. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les prémices, donc c'est pour savoir un petit peu d'où on va et où on vient, d'où on vient et où on va plutôt. Ça donne toujours un petit peu ça c'est un petit peu l'histoire. Donc dans le principe de base, c'est un principe extrêmement simple, hein. On donne une impulsion, on écoute et on vous donne un résultat. Ça, c'était réellement le premier but du MK1. Depuis, la société a été reprise, hein, donc elle a été redéveloppée quelque part avec des technologies très modernes et nous pouvons maintenant travailler sur plusieurs axes, tant dans la caractérisation que dans le milieu industriel, puisqu'on a également plusieurs équipements. On aura l'occasion de le voir un petit peu suivant dans la suite. Donc le tap and read, donc c'est vraiment un système hyper simple, facile, efficace. D'accord. On parlera de la caractérisation. Vous voyez qu'ici on a plusieurs types de capteurs. On a un piézoélectrique qui va être en contact direct avec la pièce. Hein, vous voyez sur la gauche ici la petite pointe avec le petit capteur avec une partie blanche et une pointe. Ça c'est ce qu'on appelle le piézoélectrique qui va directement être en contact avec la pièce sous test. Et à sa droite, vous avez ce qu'on appelle l'acoustic vibration measurement. Donc là, on n'a plus besoin quelque part de toucher la pièce. On n'a pas besoin de toucher la pièce. Ce qui nous permet d'aller dans des tailles de pièces qui sont de quelques centimètres carrés. Hein, il m'a été donné de tester des pièces de quelques centimètres carrés, notamment au niveau de l'horlogerie, à des pièces de plusieurs mètres de long, notamment des cylindres dans l'industrie des électrodes graphite. On aura également l'occasion de voir tout ça suivant dans la suite de la discussion. Donc voilà, précis, fiable et facile à utiliser. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué tout au long de cette présentation. Donc nous allons effectivement travailler chez Grimnosonic sur trois grands axes, d'accord? Trois grands axes qui font l'appareil en lui-même. Donc on travaille sur la caractérisation, on aura l'occasion de développer ça, sur l'évolution des matériaux, donc on va pouvoir effectivement aller chercher loin dans l'évolution des matériaux et on va faire du contrôle qualité à 100%. On va développer ensemble ces différents éléments. Donc en ce qui concerne la caractérisation, donc voilà, Grimnosonic peut vous aider dans les fonctions suivantes: propriété élastique, E, G et Poisson, donc module de Young, module de cisaillement et constante de Poisson. On peut faire ça à température ambiante ou à haute température, et ce jusqu'à 1600 degrés. Donc on peut aisément aller chercher E, G, Poisson de l'ambiant jusqu'à 1600 degrés avec l'adjonction d'un four. Donc on va également, et chose importante chez nous, regarder à l'analyse de l'atténuation qui va nous permettre de déterminer la présence de fissures ou de porosité dans vos matériaux. On aura l'occasion, par des tests en live, de vous montrer comment on peut détecter ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Voilà, donc la fréquence du mode de vibration mesuré est une fonction mathématique de dimension de l'objet, du facteur de forme, la masse ou densité et élasticité. Donc il nous donne le module de Young, cisaillement et coefficient de Poisson ou constante de Poisson. Elle est très bien corrélée à la présence de fissures via la mesure de l'amortissement, à la porosité du matériau, donc généralement on utilise plutôt le mode de compression longitudinale, la dégradation de l'intégrité structurelle, la résistance à la rupture et la dispersion des valeurs, Weibull, hein. Donc ça, les gens qui travaillent dans les céramiques, vous êtes certainement tout à fait au fait du Weibull. On aura également l'occasion d'en discuter sur des slides suivants. Donc le comportement non isotrope des matériaux, la contrainte interne dans les matériaux et les transitions de phase. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je n'ai pas énormément d'écho vous concernant. Donc, les principes de base du module de Young, notamment les modules de cisaillement, vous avez une vidéo ici, donc je vais la lancer, d'accord? Donc, en flexion,
ou en torsion, d'accord? Donc, on a soit la flexion, soit la torsion, d'accord? Vous pouvez voir, nous avons ici ce que l'on appelle les nodes qui se placent grosso modo, enfin pas grosso modo, qui se placent à 22,4% de la longueur totale de l'objet. Et nous allons placer ces objets sur ces nodes afin de favoriser le mode flexion. Ce mode flexion va nous donner instantanément le module de Young. Voilà. Ici, on va le faire en live directement. Je vais vous montrer comment fonctionne le live ici. Donc, sur les fréquences de résonance et sur le module de Young. On va le faire ici. Je vais réduire simplement mon écran. Voilà. Pour passer sur mes mains. Donc, voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit peu ici. Donc, la barre céramique que j'ai sous les yeux ici. Donc, voilà. On va pouvoir la faire travailler en torsion ou en flexion. Donc, en torsion, en donnant simplement une impulsion mécanique, elle va passer en flexion. D'accord? Je vais simplement vous montrer ici. Vous avez deux lignes ici qui sont placées à 22,4% de cette longueur totale. D'accord? Je vais placer mon piezo sur la barre, sur les nœuds. Et je pense que vous voyez tous l'écran qui ne donne rien ici parce que doit être ici. Normalement. C'est les joies de la technologie aussi. Est-ce que vous voyez quelque chose bouger? Donc, je peux faire ceci. Je vais bouger sur l'écran. Vous avez vu un petit peu le principe ici. Voilà, j'espère que vous voyez l'écran de manière un peu plus grande. Je vais vous placer en plus grand. Voilà. C'est ce qu'on voit sur le petit écran, hein, Olivier. On voit sur le petit écran, on voit bien le... Bouge pas, mais on voit l'écran qui est stable, qui bouge pas, voilà. Oui, mais maintenant vous le voyez puisque j'ai zoomé sur l'écran. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai mon mode 9480 kHz de manière très répétable ici. D'accord? Vous voyez, ça c'est le mode flexion de cette barre de céramique. Voilà. En donnant une petite impulsion mécanique, j'obtiens directement le mode flexion. Je vais maintenant vous montrer le FFT, d'accord? Donc le Fast Fourier Transform. Donc on va passer du domaine du temps au domaine de la fréquence. Et vous pouvez voir que nous avons un pic qui est bien clair et bien net. À partir de cette fréquence en flexion, on est capable de vous donner le module E instantanément. D'accord? Je pourrais tout à fait mettre ma barre en mode torsion et vous donner le module G instantanément également. Donc, chose que je vais vous demander de prêter attention ici. Donc, voilà. Je vais vous demander de regarder donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, de manière très précise cette ligne qui est bien droite et bien fine. Et je vais également ici vous donner, je vais vous regarder un petit peu dans le haut à droite de votre écran. Ici, vous avez le WHH. Ce sera assez important dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la détection de fissures et la porosité. Vous voyez qu'on a une WHH qu'on va appeler la width at half 8, donc la largeur à mi-hauteur. La largeur à mi-hauteur va nous renseigner sur la présence de craques ou de porosité dans un matériel céramique. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant sur le PowerPoint en full screen. Vous allez voir ici. Voilà. Donc, on est capable d'aller chercher ça jusqu'à 1600 degrés. Ici, sur l'écran, vous avez un setup du four. D'accord? Donc, à votre droite, sur les deux petites images, vous avez donc la barre de céramique droite qui vient sur le support en céramique rouge que vous venez de voir. Ça, c'est ce qu'on appelle le waveguide. Donc, on va donner une impulsion mécanique avec le petit pelet qui se trouve sous la barre rouge. Donc, on va pouvoir régler et les temps et la force de l'impulsion, donc pour des mesures en température. Donc, vous allez pouvoir suivre vos produits en température, notamment intéressant au niveau des céramiques ici. On a une courbe de fréquence en fonction de la température.
Donc, vous voyez que la fréquence de base, la première fréquence, on est aux alentours des 9600 Hz. Et en température, donc sur la barre du bas, on voit qu'aux alentours de 500 degrés, on n'est plus qu'à 9350. Donc, on voit et on peut voir que si on relate ça au module de Young, on va avoir un module qui va également diminuer. Voilà. Vous l'avez également ici sur des écrans qui ont été faits en haute température. Donc sur le schéma de gauche, donc vous avez le module G en fonction de la température. Donc effectivement, on a un module G qui au départ est aux alentours des 80 gigapascales pour terminer sa course aux alentours des 1000 degrés, aux alentours des 64 gigapascales, 63 gigapascales. L'écran à côté, donc c'est la friction interne, d'accord. Ici, vous voyez qu'aux alentours des 200 degrés sur du zircone dense, on a une activité, et également aux alentours des 1400 degrés, vous voyez également une activité assez importante à ce niveau-là. Ci-dessous, il y a un lien YouTube qui est malheureusement non cliquable, mais que vous pourrez éventuellement recopier sur une page web pour voir l'évolution et la courbe en température durant tout l'échauffement et également le cooling, et donc le refroidissement. Donc, suivant cette phase, pour être courte, hein, donc on est capable d'aller chercher EG et poisson en l'ambient ou en température, et ceci sur quelques secondes. Évidemment, une caractéristique importante, on peut aller chercher les modules sur des types de matériaux, à peu près tous les types de matériaux, mais il faut des formes spéciales. Il faut parallélépipède, donc barre, cylindre ou disque. Donc, pour les autres matériaux, on utilisera ce qu'on appelle le facteur de forme, le shape factor. Donc, on pourra, à partir du module à partir de la fréquence de base du module de votre barre, on pourra le transposer sur ce qu'on appelle le shape factor. Et en déterminant la fréquence de base en flexion de votre matériel, nous pourrons obtenir le module et E et G également. Donc ça va être assez intéressant pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire des barres, disques ou cylindres. D'accord ? Ici, nous allons passer à l'évolution des matériaux, qui est la deuxième caractéristique de notre appareillage. D'accord ? Quand je parle évolution des matériaux, donc je vais parler de tout ce qui va être traitement thermique, choc thermique, gel-dégel, radiation nucléaire, infrarouge UV, corrosion ou attaque chimique. Donc tous vos matériaux céramiques peuvent subir ce genre de choses. Bon, l'UV et l'IR ne vont certainement pas modifier de manière forte vos matériaux, mais on va parler peut-être d'attaque chimique, ce genre de choses, de choc thermique. Je pense que vous allez pouvoir voir immédiatement si vos pièces ou comment elles vont pouvoir évoluer une fois que vous les avez traitées, parce qu'on va pouvoir les suivre de manière très précise. Donc vous avez également ici, sur exactement la même barre que je vous ai présenté ici, on a exactement 3 barres du même type. Donc si vous les regardez visuellement, vous n'avez on n'a quelque part, aucune indication de ce qui pourrait être une dégradation quelconque. Si vous les aviez en main, et je les présente souvent aussi lors des démos, on ne voit absolument aucune différence entre ces 3 barres. Pourtant, elles ont subi tout un choc thermique. Une est passée à 350 degrés et était choquée à 20 degrés, et une autre est passée à 750 degrés et également été choquée à 20 degrés. Donc, on a immédiatement une réponse au niveau de l'appareillage. Donc, on a premièrement une apparition, donc je l'ai fait sur 2 barres ici, on a une apparition sur l'image de gauche, la barre à température ambiante, vous avez ce qu'on appelle l'oscilloscope, donc on a quelque chose qui dure longtemps, donc elle va résonner longtemps, et à droite, vous avez la barre qui a été choquée à 750 degrés, refroidie, on a directement une indication. Pourquoi est-ce qu'on a une atténuation aussi forte? Parce que cette barre, en réalité, donc vous vous en doutez puisque vous êtes tous céramistes, cette barre a été choquée, elle est entièrement craquelée. Et il y a une dispersion incroyable de l'énergie et il n'y a plus d'énergie assez pour pouvoir faire résonner cette barre. Donc on a une atténuation très forte. Donc sur des barres qui visuellement, à l'œil, sont identiques, eh bien, vous pourrez voir que nous avons je vais essayer de vous mettre quand même en 2. Vous pouvez voir effectivement qu'on a à ce moment-là deux réponses complètement différentes.
Voilà. Donc, on a parlé de la wheat at half 8. Tout à l'heure, je vous avais demandé de regarder un petit peu cette wheat at half 8, hein, qui a été de nouveau testée sur 2 barres différentes. Également une indication assez importante. Hein. Vous voyez sur les 2 barres rouges, on a une première wheat at half 8 qui n'est pas la barre que j'ai testée, mais une autre. Hein, donc, on est aux alentours des 350 Hz. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur. Donc, le pic que vous avez vu précédemment sur une barre qui a eu un choc thermique va être beaucoup plus large. Et on va pouvoir, quelque part, mettre en corrélation la largeur à mi-hauteur avec la taille des cracks dans des matériaux. Ça nécessite une étude complémentaire de votre part, mais je pense qu'avec un petit peu d'expérience, vous pourriez déterminer la taille des cracks et donner une taille des cracks interne de vos outils, rien qu'en regardant le pic principal et la largeur à mi-hauteur. Donc, je vous ai montré un pic principal tout à l'heure. Il est évident que ici, on est sur un matériel céramique qui résonne et on l'avait mis dans une disposition particulière, c'est-à-dire sur ses nœuds pour favoriser la flexion. Mais il est clair que dans tous les matériaux céramiques que vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir analyser et le pic principal, hein, qui va être de la flexion, de la torsion, ça dépendra un petit peu de la forme de vos je vais vous mettre comme ça, qui va dépendre un petit peu de la forme que vous allez avoir, et vous allez pouvoir également analyser toutes les harmoniques. Et les harmoniques sont également porteuses d'énormément d'informations concernant les cracks ou la porosité. Donc, on va avancer un petit peu dans la démo. Voilà. Ici, qui est toujours relié au MK7, on a ce que l'on appelle le waterfall plot. Donc, c'est une visualisation 3D graphique, donc qui est très très bien pour un suivi de production ou des rapports quand on parle des laboratoires. Hein. Ici, j'ai testé 3 fois des barres différentes, une à l'ambient, une à 350 et une à 750 degrés. Donc vous voyez qu'au premier plan, vous avez cette signature très fine. Donc elle a été faite 5 fois et vous voyez aux abords, donc on a trois pics, on a un pic principal et 2 pics secondaires et on les retrouve sur à peu près chaque barre qui a été testée 5 fois. Donc vous voyez tous que la deuxième série, c'est-à-dire les pics qui deviennent un peu plus larges, ben, on s'est deviné qu'il y a déjà un problème, quelque part il y a eu quelque chose. Donc les fréquences restent extrêmement proches, mais on voit instantanément hein, la différence entre le pic qui est d'un côté très fin et très clair et la deuxième série de pics qui est déjà beaucoup plus élargie. Donc il y a une présence de crack à l'intérieur de cette barre. Ne parlons pas de la troisième barre qui était à 750 degrés. Là, les fréquences sont complètement shiftées et la largeur des pics est d'autant plus grande. Voilà. Ce qui nous amène assez facilement au contrôle qualité. C'est un petit peu dans la continuité, d'accord ? Une chose que nous disons souvent aux industriels, c'est, voilà, vous avez ici un outil qui est capable de manière non destructive de faire un contrôle qualité à 100%, d'accord ? La résolution de l'appareil est de 1 ppm, c'est-à-dire une partie par million. Donc on est capable de voir la moindre petite partie qui a été modifiée dans votre pièce, d'accord ? Ici, sur l'image de gauche, vous avez une production, donc effectivement cette chose sur une barre, vous avez une production qui est très saine, très droite, très linéaire. Donc là, on veut dire que sur ces 10 mesures, hein, ça pourrait être 10, ça pourrait être 100. Nous avons dans l'usine qui sont équipées de matériel automatique. Donc ça pourrait être 100 pièces. On voit qu'on est dans cette continuité. Si à partir d'un moment, vous avez quelque chose qui va vers la gauche ou vers la droite, c'est qu'il commence à y avoir peut-être un problème dans la fabrication. Et à ce moment-là, l'écran peut être directement relié de la production au laboratoire ou au contrôle qualité ou vers le directeur de production et vous pourriez au détour de ça voir et vous apercevoir ou même mettre une alerte en disant voilà, là on a un petit problème dans la production. Ce qui s'est passé sur l'image de droite, vous aviez en réalité 20 anneaux trempés, donc les 10 premiers étaient sur la table, il y en avait 10 autres qui étaient également sur la table. Ils étaient visuellement rigoureusement tous identiques, d'accord ? On a testé les 10 premiers. On savait effectivement, nous, qu'il y avait un problème puisque le fabricant nous avait délivré ces 2 paquets, sachant qu'il y avait un problème. Donc, la deuxième série, on voit que
effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions et dans cette même linéarité. D'accord? Donc, on avait ces 10 anneaux, on les a testés 10 fois. Ces 10 anneaux, de manière très linéaire, c'était chaque fois un anneau. Chaque ligne que vous voyez, c'est un anneau. On a 10 lignes. On sait dire que la production est bonne, on sait dire que tout va bien. Et puis, derrière ça, il est arrivé un problème, je ne sais pas, un problème qui pourrait être d'ordre mécanique au niveau de la production, qui pourrait être un manque de matière, et là, directement, on peut voir que la production a commencé à ne plus être linéaire. Voilà. Donc, le inline va vous permettre de mesurer la détection des fissures dans des nombreux matériaux différents et de formes complexes, contrôler la qualité sur le durcissement superficiel, la densité, la porosité, la teneur en eau, l'humidité, la cristallisation, le degré de cuisson, le contrôle de la qualité dimensionnelle, la variation, stabilité dans un processus de production, ou l'évolution, dégradation des caractéristiques des matériaux avec le temps. Donc, ça veut dire cycle gel, dégel, rayonnement, cycle thermique, etc. Donc, c'est ce que nous, on appelle communément la signature de l'objet. Donc, chaque petite, je vais revenir sur le précédent, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si on prend ceci, c'est quelque part la signature de l'objet. À la limite, ici, les 3 premiers, c'est la signature de mon objet. Donc, une fois que j'ai déterminé en laboratoire quelle devait être la bonne signature, d'une simple petite tape, on va pouvoir me dire si le produit est conforme ou pas. Il est clair qu'ici, on va toujours travailler par comparaison. Donc, on est obligé d'avoir une pièce saine pour déterminer la valeur correcte. D'accord? Les différents domaines d'application sont l'aéronautique, le naval, l'automobile, le médical, le militaire, ou quelque part tout ce qui peut résonner peut être testé avec un gain de sonic. Hein. Et les domaines, la céramique, l'impression 3D, qui est une des grosses valeurs à l'heure actuelle, les métaux, les alliages, les ciments, les abrasifs, les matériaux de friction, les réfractaires, les composites et l'industrie du bois. D'accord? On va maintenant passer en revue quelques applications. D'accord? Oula. Là, on a un petit problème de... Je ne sais pas. Florent, tu as une idée? Tu vois quelque chose ou pas? Oui, ça bougeait bien, il n'y avait pas de souci. Ah oui, je n'ai pas le bon. Voilà. Moi, je n'ai pas exactement l'entièreté de l'écran. Hein. Donc, ça, c'était effectivement les metal rings dont je vous ai déjà parlé. Donc, vous pouvez voir effectivement qu'au niveau de la stabilité, il y a eu un problème au niveau de la production. Ici, en l'occurrence, il y avait eu un traitement thermique sur les anneaux. Voilà, en réalité, les anneaux qui sont présentés ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas le bon, mais enfin, vous voyez sur les graphes qui sont présents, les anneaux traités, les anneaux non traités qui ont des fréquences complètement différentes, ce qui permet également d'aller voir un petit peu si le traitement thermique est lui aussi bien fait ou pas. D'accord? Voilà. Moi, je vous avoue que je n'ai... Voilà, ici, on a la température, la variation de module G dans, sur un glass sample. D'accord? Je n'ai pas du tout le bon écran, donc je ne sais pas vous expliquer grand-chose. Laurent, tu as un écran correct ou pas pour moi? Ben moi, oui, effectivement. Enfin, je vois l'analyse of elastic viscoelastic properties in glass. Après, il reste 5 Oui. minutes si jamais tu veux peut-être passer rapidement les applications et pour les questions Ouais, à ça voir. va. Donc voilà, ici une autre application au niveau du four. Hein. Donc on voit effectivement ici la température du module G, enfin l'analyse du module G sur des glaces. On voit qu'aux alentours des 540, 550 degrés, on a le module G qui descend très fort et très vite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Voilà, ça c'est l'évolution des fréquences en fonction de la température. On voit également qu'on a quelque chose qui se passe. On le voit clairement sur un graphique propre. On est capable de travailler à grande échelle au niveau du contrôle qualité sur des brake pads, mais également des céramiques. Voilà. Ici, on a la corrélation entre la fréquence de résonance et la résistance mécanique. D'accord?
Donc, on a la fréquence de résonance et la résistance mécanique. Voilà, sur les brake pads. On va essayer d'avancer. Donc, la gamme de produits, on a donc 4 produits. Donc, le MK7, le Grimosonic Inline, le haute température et le semi-automatique. D'accord. Le MK7 est généralement destiné à une utilisation en entreprise et en laboratoire, plus spécifiquement en guise de pré-test, hein, pour aller faire les calculs des modules, les caractérisations. On est équipé de filtres analogiques de 8e onde pour être certain d'obtenir les bons filtres dans les fréquences. Le fast Fourier transform, donc on passer du time domain aux fréquential domaine de manière aisée aussi pour avoir quelque chose de graphiquement lisible pour l'analyse de plusieurs fréquences, et l'oscilloscope. Donc, on caractérise avec le four à 1200, 1500, 1600. Ça, on en a parlé. Le semi-automatique, donc c'est un contrôle qualité sur pièce. On a des cadences de mesure de 5 secondes, d'accord, 12 pièces par minute, 720 pièces heure. Donc, je dirais que c'est idéal pour les entreprises qui ne possèdent pas de ligne de production, et on pourrait tout à fait robotiser la mécanisation aussi. Voilà. Le inline, je pense qu'il peut être intéressant également pour vous qui avez des entreprises avec des lignes de production. On va effectivement avoir quelque chose de full automatique avec une cadence de 1800 pièces heure. On va avoir, comme je l'ai dit, une fiabilité parce qu'on est à 1 ppm de précision et de résolution. Forcément, gain de temps et argent puisqu'on va pouvoir travailler sur des pièces cuites mais également sèches. Donc, on va pouvoir quelque part vous faire gagner du temps au niveau en contrôlant les pièces sèches avant les mises au four, donc ce qui permettrait de supprimer quelque part des passages au four qui ne seraient pas nécessaires. On va, oui, une corrélation entre la fréquence de résonance et le comportement mécanique. Hein. C'est de nouveau non destructif. Et on a le suivi de fiabilité en ligne avec le Weibull. Donc, on n'est plus obligé de détruire des pièces pour aller calculer le Weibull. On va pouvoir simplement travailler avec ces fréquences de résonance. Donc, en termes de gains entreprise, on parle de réduire les coûts de production par la consommation d'énergie de cuisson, la consommation d'émail, évidemment, le temps de rectification, le contrôle final et la réduction des autres coûts. Voilà, je pense que j'ai une petite vidéo pour vous. Vous pourrez peut-être l'apprécier. Voilà, donc on va. Voilà. Donc vous avez également toutes mes coordonnées qui se situent en bas de l'écran. Je vais maintenant répondre aux questions que je vois sur l'écran. Tu veux que je te les lise ou tu y réponds en les lisant? Enfin, je peux te les lire si tu veux, c'est peut-être plus simple. Également sur les céramiques cuites et sèches. Donc pour Monsieur Elliot Jorge, CPV Portugal, is in an industrial production environment with some noise. Is it possible to make the test? Yes, it is possible to make the test while using the piezoelectric
which is not sensible to external noise. You don't have to be in a special room to make the test. We have performed already tests in many and several factories, and it's working really fine with the piezoelectric. Donc c'est effectivement tout l'échantillon qui va être qui va résonner. Donc on va pouvoir analyser réellement tout l'échantillon. On va pouvoir analyser la fréquence de base si on place l'élément sur ces nœuds, sur ces nodes, donc comme je vous l'ai présenté. Autrement, si on est aussi capable d'aller chercher des parties, nous l'avons fait déjà pour aller chercher du traitement thermique sur des roues dentées, et on pouvait voir une cohérence qui n'était pas tout à fait parfaite au niveau du traitement thermique. Je pourrais effectivement, si vous me demandez par mail, vous donner les rapports sur une seule partie de l'élément. Ensuite, il y a la question donc, de l'ordre de prix pour les différents appareils. Donc, en réalité, le prix de base pour un MK7 commence à 18 500 €, d'accord, sans option, mais qui est déjà très très complet. Voilà, le modèle semi-automatique va être aux alentours des 27 000 € et le modèle inline va être aux alentours des 35 000 €. Nous donnons évidemment un suivi sur tous les appareils et nous pouvons également vous aider au niveau des pré-tests. On peut se rendre dans vos usines, dans vos laboratoires pour vous montrer, parce que effectivement ici sur un webinaire assez court, il est assez difficile de vous donner l'ampleur des tests que l'on peut réaliser, et certainement nous trouverons une application intéressante pour vous voilà, je vais mettre ici voilà. Certainement vous trouverez une application pour vous dans vos usines. Alors j'ai une question qu'on m'a envoyée en privé. Bonjour, est-ce que cette technique est utilisable sur des matériaux inhomogènes dont la distribution granulométrique est étendue, de l'ordre du micromètre à la dizaine de millimètres, et présentant un peu de porosité? Oui, bien sûr. Si on obtient, à partir du moment où le produit résonne, on va pouvoir l'analyser, en gros. Donc un produit qui va être rempli de porosité ou sans porosité, à partir du moment où il résonne, on va pouvoir le mesurer. Donc je sais que Madame Poirier est ici. Je pense que nous avions effectué des tests sur des argiles qui étaient relativement peu enclin à résonner, et je pense que nous avions surpris Madame Poirier au CTNMC de Limoges en donnant le module E de terre cuite. C'était de terre cuite mais crue. Vous voyez, c'était un bloc qui était très humide, il résonnait très peu, nous avions réussi à déterminer le module directement. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'analyse, aller analyser un petit peu les pics et les harmoniques, d'accord, pour voir si on avait une homogénéité complète dans l'échantillon ou pas. À ce jour, nous n'avions fait que le test du module E. D'accord. Je scrolle un petit peu sur le dessus parce que je vois qu'il y a des questions qui étaient alors, parce que je te les lis, c'est plus simple. Les tensions résiduelles thermiques. Monsieur Lombard qui demande quel ordre. Non. Monsieur Poily, peut-on détecter les tensions résiduelles dues au traitement thermique? Oui, tout à fait. Je peux peut-être poser la question, j'ai mon collègue, Monsieur Van den Bosch, qui est ici, que j'invite à venir près de moi peut-être pour répondre aux questions qui vont être d'un niveau technique important. Peut-on détecter des tensions résiduelles dues au traitement thermique? Oui, on a je pense à l'exemple des blocs en aluminium pour fabriquer justement des boîtiers de GSM, où on a testé sur un grand lot la présence de tensions résiduelles dans le matériel, parce que si on commence avec un bloc aluminium brut, il y a trop de tensions résiduelles dans le matériel. Bien sûr, dans le processus d'usinage,
il y a le risque que le métal qui devient très fin vers la fin, que ça se casse à cause des tensions résiduelles. Et donc, on a trouvé une très bonne corrélation avec les tensions résiduelles dans ces blocs en aluminium. Ici, je pense que c'est dû au traitement thermique, mais ça, on est capable d'aller chercher les tensions résiduelles. La cause peut être, on peut avoir différentes causes d'introduire des tensions résiduelles. Oui. Une autre question. Donc, avez-vous une idée de la résolution taille de fissure détectable sur des pièces céramiques denses? Tout dépend de la taille. Oui. Là, je réponds toujours avec la réponse physique. C'est la physique de la structure qui va déterminer la sensitivité. Notre résolution est de 1 ppm. Donc, dès qu'il y a le moindre changement dans le comportement mécanico-élastique de l'objet, donc de l'ordre de quelques ppm, on va le détecter. Donc la question est physique. Est-ce que le type de fissures, de craquelures qui sont présents dans l'objet, est-ce qu'ils sont responsables pour un changement de la résonance de la structure de l'ordre de quelques ppm? Si oui, on va la mesurer. Voilà. Ça, c'est la réponse honnête sur cette question. C'est très difficile de dire 5 cracks de 10 microns dans un objet de 10 cm de grandeur. On va pouvoir la détecter. Ça, il faut le tester simplement. Donc, une autre question. Est-ce que les équipements peuvent caractériser des défauts sur des traitements de surface, par exemple sur une mauvaise adhésion d'un revêtement métallique de quelques microns d'épaisseur? Oui, absolument. Il nous a même été... on a même testé des revêtements de 50 et 100 microns et nous avions des résultats qui étaient très très surprenants. Ouais. Oui, parce que la couche, typiquement, c'est la couche externe de l'objet et dans le comportement, le comportement vibratoire d'un objet qu'on met en résonance, c'est la zone la plus sensible. Donc, si la couche externe devient plus dure, moins dure, c'est ça qui a le plus d'influence sur son comportement en résonance. Donc là, ça veut dire que la fréquence de résonance va bouger. Nous n'en avons pas parlé aussi, mais on est capable aussi d'aller donner le module des couches en donnant une simple impulsion mécanique. Donc sur une barre de ce type, on pourrait vous donner et le module de la barre et le module de la couche. D'accord? Donc ça, c'est assez presque. Bon, je trouve ça incroyable. Voilà. Une autre évaluation de contraintes internes. Je ne comprends pas très bien la question. Peut-être que M. Disparetti peut préciser peut-être sa question par la suite. Et on peut peut-être passer à la question suivante. Donc on a également de briques même un peu complexes sont contrôlables bien sûr à partir du moment où on détermine que quelque part qu'une brique doit donner une telle fréquence de résonance, on va pouvoir facilement contrôler des briques même de forme très complexe, très alvéolées et de manière très précise. Vous allez pouvoir retrouver non pas un schéma simple comme je vous l'ai présenté avec une seule fréquence, on aura peut-être 4-5 fréquences. Et on va à ce moment regarder quelle fréquence va être la plus critique, si c'est dans le cadre de briques ou peut-être regarder l'entièreté des fréquences, si c'est un matériel qui est vraiment extrêmement coûteux peut-être et qui nécessite que l'on vérifie. Mais à partir du moment où on a la signature, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a la signature de l'objet, à partir du moment où on a une signature typique de l'objet, il suffit forcément de recréer cette même signature pour pouvoir contrôler des briques. Ça peut être des briques, ça peut être des pots. Nous avons maintenant dans une usine de céramique
je ne vais même pas donner le pays, mais enfin, on contrôle en ligne des céramiques crues juste avant la cuisson, parce qu'on sait qu'il y a énormément de déchets entre la cuisson, enfin entre le sec et la cuisson. Donc cette usine va certainement augmenter sa rentabilité quelque part. Ça vaut la peine pour moi de se pencher quand on est un industriel sur ce genre de choses. On a fait plusieurs tests dans des usines sur des formes très 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 complexes. Voilà. Vous allez avoir, il faut être honnête, en parlant d'usine, vous allez avoir un moment peut-être creux qui va peut-être durer 2 mois parce que on va tester vos premiers objets. Vous allez voir qu'il y a des problèmes peut-être au niveau de la qualité qui avant passaient, qui après ne passaient plus, ou alors on va élargir le scope, comme on dit. Mais après ça, je pense que notamment en Europe et ceux qui ont des usines en Europe qui ont besoin de compétitivité, vous allez accroître réellement le niveau de votre compétitivité parce que vous pourriez presque avoir une céramique sans défaut au final. Et ça de manière extrêmement simple. Question suivante. Pour les pièces de plus d'une tonne et 3 mètres de long, il y a des risques d'être moins précis. Positionnement sur support. En fait, à partir du moment où vous avez ces 22,4%, si vous allez chercher un module, mais bon, sur ces fameuses anodes dont je vous ai parlé, donc là, la mise en place va être faite dans le courant de cette année-ci, on l'espère. Donc là, ce sont des pièces qui font effectivement plus de 3 tonnes et plus d'une tonne et plus de 3 mètres de long. À partir du moment où on détermine la bonne signature, on ne va pas avoir moins de précision. La précision ne va être due que quelque part à la précision que vous voulez en donner. Nous, on peut aller jusqu'à 1 ppm. La lecture, forcément, sur une pièce de 3 tonnes est peut-être un peu plus délicate que sur une barre de céramique de 10 cm, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit moins. Il faut un marteau qui est un peu plus grand pour justement pouvoir activer cette structure et la mettre en résonance. Et ça ne va pas fonctionner avec un petit marteau comme ça. Rien ne va bouger. On n'aura pas d'énergie qui est introduite dans un système mécanique de 3 tonnes. Donc il faut un marteau de poignée de taille. Et là, pang, et ça commence à résonner. On mesure les fréquences et les atténuations exactement comme avec l'échantillon que Olivier vous a montré. Donc, une autre question moins technique, est-ce que nous avons pénétré l'industrie chinoise? Moi je m'occupe principalement de la France, donc j'ai des collègues qui s'occupent du reste du monde. Nous avons effectivement des appareils qui fonctionnent en Chine. Oui, effectivement, la Chine s'intéresse à toutes les technologies. Ici, tout à fait honnêtement, on parle presque d'une nouvelle technologie. M. Van den Bosch, qui est ici présent, a réellement modifié l'appareil tellement en profondeur que cette technologie d'IoT qui est présente depuis très longtemps et qui est souvent restée méconnue, parce qu'en réalité, le fondateur initial voulait conserver une seule fréquence de résonance et n'a pas voulu aller au-delà de l'analyse. Ici, maintenant, ça fait 2 ans que nous vendons un appareil qui est capable d'aller analyser en profondeur et qui est vraiment destiné à l'industrie. Au rythme des ventes que l'on a à l'heure actuelle et au rythme de l'intérêt qu'on a à l'heure actuelle, je vous assure que ce genre de technologie va être de plus en plus utilisé. Moi, je pousse toujours l'Europe à le faire parce que ça va nous donner une compétitivité qui va être supérieure aux autres pays. Moi, forcément, mon pays d'adoption, c'est la France, donc j'ai vraiment envie qu'on avance effectivement vers ça. Donc, une autre question. Si le matériau est sous tension mécanique au lieu d'être au repos, la fréquence typique change-t-elle? Si le matériel est sous tension mécanique, en réalité, ça dépend un petit peu de la tension mécanique. Si le système mass spring, masse ressort, dans le cas où les ressorts ne sont pas linéaires, ont un comportement non linéaire, la prétension dans les ressorts va donner un autre comportement de résonance globale de la totalité de la structure. Oui.
Ok. Donc, est-il possible J'ai une d'évaluer... question qui m'était posée, si tu veux. Attends, j'achève ici. Vas-y. Donc, est-il possible d'évaluer les contraintes induites dans un objet multimatériau, exemple assemblage céramique métal? Bien sûr. Les contraintes induites dans un objet multimatériau, céramique métal. Donc, un bimatériel. Un bimatériau. Donc, un petit peu comme les deux. Oui, bien. Tout à fait, on le Si, fait. si la structure totale résonne, on sait l'analyser. On le fait notamment déjà à l'heure actuelle dans les brake pads, donc dans les patins de frein. Et là, typiquement, on a établi, donc on est dans les ASTM pour ce genre de choses. On est d'ailleurs dans beaucoup d'ASTM. Mais pour les brake pads, hein, donc pour ces patins de frein, on a évalué 3 pics très importants et les normes nous donnent l'analyse de 3 pics importants. Donc on va facilement avec l'appareil aller chercher les 3 pics. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait différents filtres. Et avec ces différents filtres, on est capable d'aller chercher quelque part les fréquences qui vont nous intéresser et on va faire un focus sur les fréquences qui nous intéressent pour déterminer forcément ce qui nous intéresse dans les multimatériaux. D'accord. Oui, je pense que Olivier l'a certainement déjà mentionné. Les limites, pour moi, ce sont les gels. Hein. Mesurer un gel, ça on ne sait pas faire parce que ça ne résonne pas. Et ça, c'est la limite. Hein. Mais au niveau composite, matériel composé, si la structure résonne, on sait la mesurer et on obtient la signature de l'objet qui nous décrit en tout détail, en tout détail l'intégrité de cette structure. Et donc, la moindre variation dans cette structure va être mesurée. Donc, on économise rectification après cuisson, plus énergie cuisson si on élimine les pièces sèches défectueuses, bien sûr. Effectivement, ça c'est vraiment un point important dans l'industrie de la céramique dont on fait partie. En éliminant les pièces sèches, effectivement, on enlève les pièces sèches défectueuses. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas obligé de les passer en cuisson, pas en rectification. Je suppose que la rectification, c'est après cuisson. À savoir que nous ne sommes pas spécialistes de toutes les usines et de tous les matériaux, mais effectivement, on est capable, et on l'a déjà vérifié plusieurs fois dans des usines de céramique, on est capable d'aller mesurer du cru et empêcher le cru d'être cuit. Donc, vous économisez toute cette partie de four qui est très énergivore et en temps et en argent. Et les micro-cracks qui sont déjà présents dans le cru vont résulter dans des cracks très visibles après cuisson. Donc, on sait les détecter avant cuisson et comme ça, et à gagner sur l'énergie, économiser au niveau de l'énergie nécessaire. Oui. Monsieur Martin nous demande si on est capable de réaliser des machines de contrôle non destructives dédiées suivant le principe à des pièces identiques de grande série. Bien sûr, on le fait actuellement. On a le modèle E-Line dont je vous ai parlé, c'était le dernier. Donc, il est entièrement automatisé. On le place déjà dans plusieurs usines en Europe pour l'instant. Donc oui, en grande série, on a une cadence, je pense, de 1800 pièces heure pour le inline. Donc on a déjà des cadences qui sont, c'est de l'ordre de une pièce de contrôle par 2 secondes, on va dire 2-3 secondes chaque pièce. Donc effectivement, dans grande série, voilà, on travaille, oui. Est-ce qu'on peut adopter un degré de sélectivité similaire ou meilleur que les critères de sélection manuelle? C'est ce que j'ai expliqué en début. Hein, cet appareil, quelque part, a été inventé pour éliminer le facteur humain, c'est-à-dire l'oreille humaine ou l'œil humain, puisqu'ici, on va vous donner une précision qui va être de 1 ppm, c'est-à-dire une partie par million. Donc, on est capable, sur un objet que l'on va faire résonner, d'aller chercher sa structure et sa signature, et ce jusqu'à un ppm de quelque part de résolution. Donc on peut aller vraiment beaucoup plus loin que le critère visuel. Je vous ai montré tout à l'heure ces barres-ci, d'accord, qui sont, si vous les aviez en main, rigoureusement
identique. Il n'y a aucun défaut visuel marquant. Elle passerait forcément à travers un contrôle qualité. Elle passerait à un contrôle qualité visuel. Elle passe mais comme du feu. Et en réalité, il y en a une des deux qui est complètement dégradée. Ici, elle est fortement dégradée et pourtant ça ne se voit pas, mais on est capable d'aller voir quelque part la moindre petite fissure qui pourrait je pense, dans une tasse, dans une assiette. On pourrait tout à fait aller chercher ce genre de choses, cette petite fissure qui va faire que à terme, la qualité ne sera pas présente dans la production. Pour ma part, j'ai eu une autre question. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'il est envisageable d'utiliser cette méthode à 100% en production sur des pièces pressées en cru avec forme complexe, sans détérioration du produit naturellement? Bien sûr. Tout à fait. Absolument. Oui. Oui. Donc on est même aussi capable de faire du weighbull sur la production en ligne, au fur et à mesure et sans destruction. On sait que le weighbull, vous devez, après cuisson, prendre par exemple 50 pièces du bas, 50 pièces du haut du four. Vous devez les prendre, les détruire. Ici, vous pourriez toutes les tester simplement sans les détruire et faire votre weighbull avec ça. Ça, c'est vraiment un des grands avantages. On n'en parle pas, mais c'est vraiment une technique qui, pour moi, est révolutionnaire. Une autre question. Est-ce qu'il y a une manière de localiser les défauts sur la pièce? Ça, soyons tout à fait honnêtes. C'est difficile. On peut faire un scan d'un objet, mais ça sont les objets qui ont une symétrie circulaire. Et là, on peut faire tourner l'objet et mesurer sous différents angles et faire un scan. Et là, on peut localiser des variations, mais c'est le seul cas. En général, on mesure la réponse globale de la structure. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas important où vous tapez. Hein. Avec d'autres méthodes qui ont une sensibilité locale, là, il faut faire attention où on va mesurer. Ici, c'est pas le cas. On tape sur l'objet, on la met en résonance et on mesure la résonance. C'est une méthode globale. C'est une méthode globale, oui. Full body measurement. Très bien. Pour ma part, je n'ai plus de questions en privé et je n'en vois plus sur le chat. Il semble que vous ayez répondu à tout. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas dans l'auditoire? N'hésitez pas à la poser. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, tous les participants à ces WebEx, mais également à vous, Olivier Burnett et son collaborateur pour cette présentation très claire et très intéressante. Je pense que tout le monde était ravi d'en apprendre plus sur cette méthode révolutionnaire, comme tu le dis. Et voilà. Pour information, alors je ne sais pas si c'est bon pour toi, Olivier, mais tu pourras transmettre le support. Et, oui, je vais vous envoyer le support. Ou je l'envoie à Florent qui vous le fait suivre ou vous m'adressez directement vos demandes. Merci en tout cas à tous pour votre attention et j'espère vous croiser après le confinement. Nous vous souhaitons également une bonne fin de confinement. On espère que ça ne va plus durer très longtemps et que nos activités vont pouvoir reprendre à la normale. Faites également très attention à vos familles. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Qui ne donne rien ici parce que doit être ici. Voilà.